Je vous souhaite la bienvenue au nom de Jean-Pierre Bel, président du Sénat, et au nom en particulier de tous mes collègues de la conférence des présidents du Sénat qui a bien voulu accepter de faciliter l'organisation de ce colloque et qui a accepté très volontiers de manière unanime. Je voulais aussi saluer Monsieur le Président de l'Université de Paris 1, Monsieur Philippe Boutry, qui est partenaire dans l'organisation de ce colloque et qui va s'exprimer dans quelques moments, ainsi que Monsieur Bernard Owen et son équipe du Centre d'études comparatives des élections, ainsi que les responsables et les membres du CERSA, laboratoire du CNRS, qui ont aussi contribué à la préparation de cette journée. Je remercie aussi tous les universitaires et chercheurs de différents pays d'Europe, de Russie, d'Afrique, qui ont bien voulu venir partager cette journée. Il est prévu 3 discours introductifs, ce qui est beaucoup. Et pour ma part, je présente déjà des excuses parce que je dois aller à 10h30 accueillir les hauts représentants de la Cour de cassation. Alors j'ai une excuse. Je ne vous dirai pas si cela me ravit plus ou moins que de rester ici pour vous entendre, car c'est un sujet secret. Pour commencer, je vais vous dire quelques mots, mais en lisant les documents et puis en réfléchissant, je me disais que, vu l'actualité en matière d'élection, non seulement l'actualité très récente, mais l'actualité en ce qui concerne la législation sur les élections depuis 18 mois, je pourrais être assez long. Alors je demanderai à mes voisins de m'arrêter quand vous sentirez que ça suffit. Je voulais signaler simplement qu'au cours des derniers temps, il y a eu beaucoup de lois en France sur les élections. Puisque j'ai bien noté que l'on avait changé le mode d'élection des représentants des Français de l'étranger au Parlement, en particulier au Sénat, que l'on avait changé le mode d'élection des sénateurs, qu'il y avait eu des modifications quant au scrutin municipal, quant au scrutin départemental, qu'on avait instauré un référendum d'initiative partagée qui était déjà instauré par la Constitution, mais qui ne pouvait pas être appliqué faute d'une loi organique qui a été votée, que nous avons aussi légiféré sur le vote blanc. Alors, ça fait beaucoup de choses. Et tout de suite, d'ailleurs, certains disent, ou s'ils ne le disent pas, ils le pensent, que si le pouvoir en place réforme les élections, c'est parce qu'il pense qu'il va y tirer avantage. C'est un sujet sur lequel les historiens que vous êtes et les analystes aboutiront certainement à quelques scepticismes. Car en général, quand on change le système, il est rare que ça profite à ceux qui l'ont changé. C'est quelque chose que je dis de manière générale, englobante, pour toutes les circonstances qui ont pu être connues. Mais si vous le permettez, alors il y a aussi d'autres sujets. Par exemple, la montée constante de l'abstention, qui est un grand sujet de préoccupation. Pourquoi nos concitoyens, en nombre si grand, se détournent-ils de ce qui, pour moi, par exemple, est un devoir absolu? On ne peut pas ne pas aller voter. Je pense d'ailleurs, puisqu'il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale depuis quelques heures, que l'on devrait mettre l'accent sur ce que j'appellerais l'école de l'exigence. Exigence, vous comprenez, apprendre
la grammaire à lire avec beaucoup, le français avec beaucoup d'heures, les mathématiques, etc. Et apprendre aussi les règles civiques, républicaines, qui constituent notre vivre ensemble. Je suis extrêmement frappé parce que je fais très souvent visiter le Sénat et j'adore installer les gens dans l'hémicycle. Et alors j'ai fait une remarque, j'ai fait une constatation, qu'il s'agisse d'élèves de l'enseignement élémentaire, de l'école élémentaire, de collège, lycée, université, sauf quelques exceptions pour les facultés de droit, de représentants éminents du Rotary Club, du Lions Club du troisième âge, du conseil municipal, enfin de l'association des amis des musées, il y a une ignorance mais profonde de la Constitution. Et comment fait-on une loi? Personne ne le sait. Et il faudrait que l'on enseigne ce devoir d'aller voter, par exemple. Bon, j'arrête là-dessus. Je voulais vous dire quelques mots sur plusieurs des... Vous remarquerez qu'on n'a pas touché au mode de scrutin pour les élections européennes, ni pour les élections régionales. Pour les élections européennes, c'est une question. Le vote avec liste nationale présente des inconvénients et ces grandes régions, force est de constater qu'elles ne créent pas une proximité très grande entre le candidat ou l'élu et les citoyens. C'est un sujet pour l'avenir. Je voulais vous dire quelques mots sur plusieurs changements qui ont été effectués ces derniers mois. D'abord, s'agissant du scrutin municipal, il y a eu un changement. D'abord, on a instauré le scrutin de liste dans les communes de plus de 1000 habitants, donc de 1000 à 3500, cela n'existait pas. Ça ne s'est pas mal passé dans l'ensemble. Certains voulaient que ce soit à partir de 500 habitants, parce qu'ils étaient attachés à ce panachage, enfin c'est pas le panachage, à ce vote individuel plutôt. Hein. C'est un changement qui permet la parité, qui permet aussi dans les communes de plus de 1000 habitants d'avoir des conseils municipaux dans lesquels il y a des représentants d'une liste majoritaire et des autres listes. Je ne parle pas d'opposition parce que ce ne sont pas toujours des rapports politiques entre majorité et opposition. Mais ce serait intéressant de regarder l'effet de ce changement. Il y a un autre changement auquel je suis profondément attaché. C'est que l'on a inscrit sur le bulletin de vote, demandé aux électeurs de voter avec un bulletin de vote sur lequel il y avait, dans les communes de plus de 1000 habitants, 2 listes. On en a assez peu parlé, mais tous les citoyens des communes votant dans les communes de plus de 1000 habitants ont eu un bulletin de vote sur lequel il y avait les candidats pour la commune et les candidats pour la communauté. Il y a eu un grand débat sur la manière dont on allait inscrire sur le bulletin de vote le vote pour l'intercommunalité. Et je dois vous dire qu'il y avait des propositions du ministère de l'Intérieur qui consistaient soit à écrire les gens qui siégeraient à l'intercommunalité en italique ou en caractère gras, de les doter d'un astérisque, voire d'un numéro. Et avec mon collègue Alain Richard, nous avons mené bataille et nous avons obtenu contre le ministère de l'Intérieur de l'époque l'arbitrage favorable du Premier ministre de l'époque, qui a souscrit à notre proposition d'indiquer purement et simplement 2 listes, de mentionner 2 listes sur le bulletin de vote. Parce que ça nous apparaissait plus clair que tous ces systèmes un peu bricolés, d'italique, de caractère gras, de couleurs, de... Bon. Et pour nous, il s'agissait d'un pas important. Après tout, il y a de plus en plus de décisions qui sont prises par les intercommunalités, par les communautés, et on ne vote pas
Et par conséquent, on arrivait à une situation dans laquelle les gens se préoccupaient assez peu des communautés qui pourtant prélèvent de plus en plus d'impôts et décident de plus en plus de dépenses. Il y a des agglomérations où les 2/3 des décisions sont prises par la communauté urbaine, la communauté d'agglomération, la communauté de communes. Donc, il y a là un vrai problème. Comment peut-il y avoir une montée en puissance de l'intercommunalité sans que cela repose sur un fondement démocratique? Vous savez que sous la Révolution française, on avait édicté ce principe en vertu duquel, pour lever l'impôt, il faut être élu au suffrage universel direct. Naturellement, ça ne s'applique pas aux intercommunalités. Alors, je vais arrêter là sur ce débat parce qu'on pourrait prolonger. Moi, je pense, on nous dit tout le temps qu'il y a un millefeuille. On fait une publicité extrême à cette pâtisserie. Et on se demande comment on pourrait simplifier les choses. De manière lapidaire. Mais je vais me faire des quantités d'ennemis, y compris dans cette maison. Bon, je suis prudent. On pourrait dire que au XIXe siècle, la France reposait sur les départements et les communes. Et on pourrait imaginer qu'au XXIe siècle, elle reposera sur des régions fortes et des communautés fortes. Et que tout le problème, c'est le passage d'un État à un autre. Dans le respect des communes, parce que les Français y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, et pour moi, l'intercommunalité ne doit pas signifier la fin des communes. C'est au contraire une manière pour toutes les communes d'être efficaces en mutualisant les choses, à condition qu'elles ne doublonnent pas, ce que certaines font à tort. Et quant au département, je ne crois pas qu'on puisse le supprimer aujourd'hui, ne serait-ce qu'en fonction de ses larges prérogatives sociales, mais peut-être que les choses évolueront et qu'il faut essayer de réfléchir à cette évolution. Alors, la question du suffrage universel direct, elle est posée. D'abord, elle est inévitable dans l'une des métropoles qui a été créée par la dernière loi de décentralisation, qui est celle de Lyon. Parce qu'à partir du moment où la métropole de Lyon a toutes les prérogatives de l'intercommunalité d'une communauté urbaine, mais plus, puisqu'avec la métropole, les prérogatives seront accrues, plus toutes celles du département. On voit mal comment on n'appellerait pas les électeurs à voter directement pour le conseil de la métropole, au même titre qu'ils votent pour un conseil général, qui va d'ailleurs à partir de l'an prochain s'appeler conseil départemental, ce qui sera plus clair. Il paraît évident que dans les métropoles, auxquelles il y en aura donc 12, plus 3, ils sont Paris, Lyon, Marseille, on s'achemine vers un vote spécifique. Pour les autres formes d'intercommunalité, pour ma part, c'est à titre tout à fait personnel, je considère que l'idée d'un suffrage spécifique, alors on peut en voir les modalités, c'est un sujet qui pourrait demander un colloque à lui seul. Est-ce qu'on le fait dans le cadre communal, dans le cadre de l'agglomération, ou est-ce qu'on trouve une solution intermédiaire, un compromis, plusieurs collèges, etc. Bon. Je crois que pour ce qui est des communautés d'agglomération, communautés urbaines, c'est quelque chose qui va arriver, pour les métropoles aussi. Pour les communautés de communes, je serai beaucoup plus prudent, parce que les communautés de communes marchent bien. Ça a été un grand succès dans ce pays. La loi de 92, finalement, a donné naissance à une révolution tranquille de l'intercommunalité. Je ne suis pas sûr que ce serait une bonne chose d'instaurer tout de suite, maintenant que ce soit mûr, le suffrage universel direct. Mais en tout cas, c'est un sujet. Bon, ça, c'était la première chose. Mais il y a eu un changement avec le bulletin de vote. Et ce changement, il ouvre une pédagogie quand même. Deuxièmement, oui, le scrutin départemental. Alors, je ne sais pas si je vais me lancer là-dedans. Le scrutin départemental qui a été voté, adopté,
Il présente deux avantages, naturellement. Le premier, c'est de respecter ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Et ce que je me suis évertué de dire, comme mes collègues, enfin un certain nombre de mes collègues, dans des départements où on a dit que ce mode de scrutin était ruralicide. Ruralicide, le Conseil constitutionnel a pris une décision qui demande de respecter l'égalité et demande que s'il y a des écarts entre les circonscriptions, ça a été le cas pour les législatives, ceci soit strictement délimité, plus ou moins 20%, pas plus. Donc avec cette décision du Conseil constitutionnel, que le gouvernement soit de gauche, du centre ou de droite, de toute façon, on est obligé de faire des circonscriptions qui correspondent à une égalité démographique. On ne peut plus avoir un écart de 1 à 49 comme on l'avait dans le département de l'Hérault, où on avait un canton de 200 habitants et un autre de 40 000. C'est plus possible. Voilà. Donc, on doit appliquer le principe d'égalité. Je dis, alors, qui est contre l'égalité? Ah, mais c'est contre le monde rural. Ben, d'accord, mais moi, j'aime beaucoup le monde rural. Je passe ma vie à parcourir 334 communes, avec plaisir. Bon. Deuxièmement, la parité. Figurez-vous qu'on a instauré cela, je ne vais pas vous l'apprendre, à l'article 1 de la Constitution. C'est juste. Donc, quand il a été question d'un nouveau mode d'élection des conseillers généraux, je me souviens que l'ADF, qui regroupe tous les conseillers généraux de droite et de gauche jusqu'à ce jour, les représentants, les présidents de conseils généraux, a demandé l'audience au président de la République pour dire « nous ne voulons pas de proportionnel ». Au motif que la proportionnelle dans les régions aboutit à ce que les gens perçoivent mal qui est conseiller régional. Vous savez, il y a là un sujet. Ou bien le conseiller régional se spécialise sur 3 ou 4 cantons et il devient une sorte de super conseiller général auquel les gens se réfèrent. Ou alors il est le 7e, le 20e ou le 3e ou le 10e sur une liste, il est assez inconnu. Ou bien il exerce une autre fonction, il est connu à ce titre. Donc ils ont dit, nous voulons des cantons. Alors on ne pouvait plus faire la parité sur la base de listes proportionnelles. Ou on aurait pu imaginer des systèmes par arrondissement avec une proportionnelle qui aurait fait que les conseillers départementaux resteraient les conseillers liés à un territoire, tout en respectant la parité. D'où l'idée de faire des cantons plus gros, où ce qui est à peu près unique au monde, hein, c'est une création française, des cantons un peu plus gros, plus importants. Dans le département où je suis, ça fait 30 000 habitants par canton, où on élira un homme et une femme. Et ce qui fera que les assemblées départementales seront paritaires. Dans le conseil général que je connais bien, dans mon département, vous savez, il y a un couloir, quelque chose d'un peu sinistre, où il y a toutes les photos des conseils généraux depuis le début du siècle. Et alors on voit uniquement des hommes, quoi. Un peu comme quand Victor Hugo parlait ici au Sénat du droit de vote des femmes, on le prenait pour un poète, quoi, carrément. Et puis alors un jour apparaît une dame au milieu qui apparaît avec sa robe un peu, bon, pas trop voyante quand même, hein, bon. Puis 2, 3, 4. Alors maintenant il y aura la parité. Alors je leur dis, je le dis à un certain nombre de mes amis élus, est-ce qu'on va pleurer parce qu'il y aura autant de femmes que d'hommes, quoi. Donc égalité, parité, voilà. Moyennant quoi, moi, à titre personnel, j'aurais peut-être proposé autre chose. Mais à titre personnel, vous pensez bien. C'est-à-dire que comme je crois que ce qui monte, c'est l'intercommunalité, les communautés dans ce pays, et qu'il nous faut des régions beaucoup plus fortes au diapason européen. Vous savez, moi j'ai un slogan simple, il nous faut des régions fortes pour l'économie et l'emploi.
Regardez, en Allemagne, ils décident de prendre une participation dans une entreprise. Hier encore, on me disait que le Land possédait 20% de Volkswagen, etc. Non, il y a une capacité d'intervenir. Alors ça, c'est autre chose. Mais avec j'aurais certainement, dans le but de faire évoluer les choses, proposé un scrutin départemental sur la base des intercommunalités. Alors ça, c'est un autre sujet. Maintenant, c'est fait. Bon. J'ai dit à titre tout à fait personnel. Bon, je pourrais vous parler encore d'autres sujets, mais il va falloir que j'arrête. Il y a le fameux référendum d'initiative partagée, que d'autres personnalités, y compris le président de la République, d'ailleurs, dans un discours devant le Conseil constitutionnel, ont feint de comparer avec le référendum d'initiative populaire. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai eu l'honneur d'être rapporteur de la loi organique. Donc, nous avons quelque chose qui a été créé dans la Constitution de 2008 qui fait un peu penser au Canada Dry, vous savez, c'est-à-dire que c'est un référendum d'initiative, ça en a les apparences, mais quand vous regardez le texte, pour que ça s'applique, il faut premièrement qu'il y ait une proposition de loi originale, parce que nous avons créé dans la loi organique une nouvelle proposition de loi susceptible d'être signée par des députés et des sénateurs. Il faut qu'elle soit adoptée par un cinquième du Parlement. Très bien. Il faut qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel. Très bien. Il faut ensuite qu'elle soit adoptée, signée, par signature, par un dixième du corps électoral, c'est-à-dire 5 millions de signatures. Sous le contrôle, comme dit la Constitution, du Conseil constitutionnel. Ce qui a fait hérisser les cheveux des membres du Conseil constitutionnel, qui ont dit, mais enfin, ça ne va pas, il faut créer une commission. J'aurais dit, mais vous êtes très, très, très sympathique. En plus, vous êtes le Conseil constitutionnel. Mais c'est la Constitution qui dit que c'est vous qui devez vérifier, contrôler le dispositif des 5 millions de signatures. C'est marqué. Et j'ai quand même pas créé une commission, parce que si ça vient, et comme c'est une loi organique, ça va venir dans le Conseil constitutionnel, vous seriez contraint de dire que c'est contraire à la Constitution. Mais ils se voyaient là à 9 en train de contrôler les 5 millions de signatures. Bon, enfin, c'est un sujet. On a trouvé une solution, on a mis à leur disposition les préfectures, les sous-préfectures, enfin tout. Bon. Toujours est-il que ce référendum, une fois que vous avez recueilli les 10 millions, les 5 millions de signatures, il est stipulé qu'il ne faut pas que l'Assemblée examine la question dans un délai qui doit être de 6 mois, c'est ça, Monsieur Follin? Oui, 6 mois. Alors, comme il y a 6 groupes dans chaque Assemblée et que tous les groupes ont un droit de tirage, il est tout à fait impossible. Il y aura toujours un groupe qui inscrira. Il suffit qu'un groupe inscrive le sujet à l'ordre du jour. Dans chaque Assemblée, ce qu'il peut faire. Et dans ce cas-là, le président ne peut pas organiser le référendum. Mais si, donc il y a un cinquième du Parlement, 5 millions de signatures contrôlées, et que pendant 6 mois, hors session, hors suspension, enfin hors non-session, en 6 mois de session, donc, le Parlement n'évoque pas la question, alors le président de la République organise un référendum. Voilà. Je pense que c'est un peu compliqué. Mais peut-être, on verra bien quel sera l'avenir de cette disposition. Peut-être qu'elle servira, je ne sais pas. On verra. Bon, je peux dire encore un mot du vote blanc. On a eu de gros débats là-dessus. Vous savez que certains souhaitaient que le vote blanc fût compté comme un suffrage exprimé. Nous nous y sommes totalement opposés. Parce que, alors, l'effet de la loi qui a été votée, c'est que vous aurez, à partir des européennes, on n'a pas pu le faire pour les municipales, c'était trop tard, vous aurez 2 colonnes, vote blanc et vote nul. Ce ne sera pas blanc et nul. Voilà, c'est tout. Parce qu'alors, on a eu un grand débat pour savoir s'il fallait mettre des bulletins blancs sur les tables. On a dit que non. Parce que la puissance publique, dans ce cas, devrait financer une opinion particulière, en quelque sorte, par opposition aux autres. Enfin voilà, ça se débat. Hein. On a pris cette décision. Vous savez que si on décide que le vote blanc est un suffrage exprimé, dans ce cas, on peut avoir des élections qui ont 3 tours ou N tours.
Donc c'est un sujet qui nous a conduit à considérer qu'on respectait le vote blanc, on ne le mélangeait pas avec le vote nul. Voilà. On pourrait parler de bien d'autres choses encore. Par exemple, le non-cumul des mandats, dont je suis un fervent partisan. Mais si vous le voulez, on en parlera une autre fois. Donc, je vous remercie d'avoir écouté comme entrée en matière ces quelques propos. Et je vous remercie de votre bienveillante attention matinale. Et je pense qu'il est temps de donner la parole à ceux qui ont des choses sérieuses à dire, à commencer par Monsieur le Président Philippe Boutry, président de l'Université Paris 1. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est pour moi un très grand honneur de me trouver parmi vous ce matin et de prendre la parole après l'intervention très réfléchie et très en prise sur l'actualité politique et électorale la plus immédiate du Président Jean-Pierre Sueur. C'est aussi avec une émotion toute particulière que je prends la parole ce matin, car, vous le savez peut-être, mon prédécesseur à la tête de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le professeur Jean-Claude Colliard, nous a quittés il y a quelques jours et il avait inauguré ou présidé ce colloque à plusieurs reprises dans les années précédentes. Ces obsèques se sont déroulées avant-hier à l'église Saint-Étienne-du-Mont et la présence de très nombreux responsables politiques et universitaires marquait bien la double dimension de sa personnalité très exceptionnelle. Ancien directeur de cabinet du président François Mitterrand, ancien directeur de cabinet de M. Laurent Fabius en qualité de président de l'Assemblée nationale, ancien membre de ce Conseil constitutionnel qui vient d'être évoqué, mais aussi professeur de droit constitutionnel, directeur de l'UFR de sciences politiques de mon université. Cette double dimension politique et universitaire, me semble-t-il, est illustrée par la journée qui commence aujourd'hui. C'est grâce à Jean-Claude Colliard que l'université Paris 1 s'est vue associée non seulement à cette série de journées d'études, mais surtout à ce diplôme d'université, ce DU, comme nous disons dans notre langage, administrateur d'élections, qui est l'une des seules, sinon la seule, me disait tout à l'heure Monsieur Morvan, formation universitaire dans le monde, spécialement consacrée aux phénomènes électoraux, formation remarquablement dirigée avec beaucoup de ferveur par Monsieur le professeur Bernard Ovet. Il se trouve que je suis historien à Paris 1. Le président fait un mandat unique, Monsieur le Président, puisqu'il y a 3 familles disciplinaires, droit et sciences politiques, économie et gestion, et sciences humaines et sociales. Et c'était le tour des sciences humaines et sociales. Et bien sûr, comme historien, je ne peux que me réjouir à la fois du programme qui nous réunit aujourd'hui et des lignes de recoupement entre diverses disciplines, le droit bien sûr, mais aussi la science politique, mais aussi la sociologie, mais aussi l'histoire, et voir ici l'histoire des techniques qui jouent un rôle majeur dans les processus les plus modernes d'élection. Quelques remarques, et je voudrais être bref. Je retiendrai 4 points. La première, c'est la volonté des organisateurs, qui se lit très clairement dans le programme de votre journée d'études, de mettre la réflexion universitaire au service à la fois d'une intelligence du passé, d'une connaissance du présent et d'une prospective sur l'avenir. Pour un historien du XIXe siècle, comme je suis, les processus électoraux ne peuvent évoquer dans ce pays
que cette journée mémorable du 23 avril 1848, où pour la première fois, une assemblée législative a été élue au suffrage universel, je m'empresse de dire masculin, mesdames. Suffrage universel qui néanmoins permettait l'expression de l'opinion d'une part très importante de la population âgée de plus de 21 ans. Parmi eux, il y avait un tiers d'analphabètes et peut-être plus de la moitié dans la France du Midi. Analphabète, cela ne veut pas dire en aucun cas incapable de réflexion, incapable d'engagement, incapable de proposition dans le cadre d'une culture qui n'est plus la nôtre. Mais ce jour-là, l'acte électoral s'était déroulé avec une sorte de sacralité. Nous avons un très beau texte de Tocqueville, qui était lui-même candidat, pour montrer comment se déroulait ce moment. Le vote se passait au chef-lieu de canton, cette institution que rappelait le président Sueur tout à l'heure, et des convois de paysans parcouraient avec armes et bagages, nourriture et vin également, la campagne pour aller voter. Et c'était un processus extrêmement complexe, puisque c'était un scrutin de liste avec possibilité de panachage. Et ce scrutin a fonctionné avec un taux de participation de 85%. C'était un peu l'acte fondateur. Aujourd'hui, vous allez étudier comment des procédures techniques vont transformer ou sont en train de transformer cet acte électoral, comment la révolution numérique va influer sur le mode de votation, comme diraient les Suisses, mais surtout sur le processus électoral lui-même. Et si je rappelais ce moment fondateur de 1848, c'est aussi pour vous inciter à penser à la fois dans la longue durée du suffrage universel, aujourd'hui complet, mais aussi dans la possibilité, à travers des procédures techniques, d'en changer à la fois les modalités et le sens. Je serai plus court sur le second point. Il me semble que les organisateurs de votre journée d'études s'efforcent de mettre en évidence les fondements même de notre droit et de notre sociologie électorale. Et j'ai été frappé par la centralité de la notion de représentation dans votre réflexion. Représenter, en latin, cela signifie être présent, il faut le rappeler. Et c'est précisément la représentation électorale qui va désormais être peut-être pas mise en question, mais construite selon d'autres modalités par la présence virtuelle. Qui est présent, le citoyen, le membre d'une communauté, quelle qu'elle soit, d'un groupe économique. Il me semble que ici, vous rencontrez la nécessité de mettre en évidence des analogies étroites entre les techniques juridiques les plus pointues, les problèmes de normes, les problèmes de résolution technique du vote de masse et les problèmes philosophiques et politiques les plus larges. Troisième point qui m'a frappé également dans votre propos, c'est l'importance que vous accordez au droit électoral comparé dans une dimension internationale. Je pense que c'est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Et je voudrais encore une fois rappeler ici la mémoire de Jean-Claude Colliard. Il était constitutionnaliste et il a été associé à la commission qui est allée observer les premières élections tunisiennes il y a peu d'années, au lendemain du printemps arabe, comme on disait alors, et cette sorte d'invention ou de réinvention de la démocratie qu'il voyait sous ses yeux même s'accomplir dans ce printemps, l'avait beaucoup frappé sur le fait que l'invention du politique était en acte dans un système qui n'était pas encore normé ni constitutionnel au moment où il pouvait l'observer. Il me semble de ce point de vue-là
que l'actualité, dans l'ensemble du monde tel qu'il est aujourd'hui, est un élément indispensable d'une réflexion sur le droit électoral. Un dernier point me touche comme spécialiste de l'histoire de la papauté. C'est l'intervention à laquelle je ne pourrais malheureusement pas assister de notre collègue M. Pierre Scharf sur l'élection pontificale. Son exposé m'aurait vivement intéressé. On sait que l'Église a été un lieu d'élaboration des processus électoraux, en particulier à travers l'élection des évêques ou l'élection des abbés, et voir aujourd'hui comment on élit un pape, et vous y avez plus ou moins insisté il y a peu de temps, est aussi un mode de réflexion. Dans le très long terme, il s'agit à la fois d'un archaïsme, à l'évidence, et en même temps d'une forme de construction d'un consensus au sein d'une communauté, éclairée, dit-on, par l'esprit, qui incite à réfléchir en profondeur sur la nature même de l'élection. Je vous rappelle que le mot élection lui-même a deux sens. C'est à la fois une désignation par Dieu ou par l'esprit, et c'est un choix. Et les deux sens, parfois, confluent comme dans l'élection pontificale, mais c'est une longue histoire. Je voudrais enfin finir par des remerciements. Remercier très vivement monsieur Jean-Pierre Sueur, président de la Commission des lois, de nous accueillir dans cette prestigieuse maison avec générosité matérielle et intellectuelle. Monsieur Bernard Owen, qui a donné l'impulsion à cette journée et dont le diplôme de renommée internationale qu'il dirige fait autorité au plan international en droit électoral et contribue au rayonnement à la fois de mon université, du CECE, du CERSA. À monsieur le professeur Jean-Michel Lemoine Desforges, président de ce centre d'études comparatives des élections, à monsieur François Morvan, qui a joué un rôle essentiel dans l'organisation de cette journée d'études, enfin à monsieur Farouk Emissi, directeur du centre de formation continue de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je vous souhaite une excellente journée d'études et vous remercie de votre attention. Alors, merci, Monsieur le Président, Philippe Boutry. Et maintenant, nous allons donner la parole à celui qui a été à l'initiative de ce colloque, Monsieur Bernard Owen, secrétaire général du Centre d'études comparatives des élections. Je vous remercie. En fait, je suis parti ce matin en oubliant ma serviette avec mes notes. Donc je vais improviser. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. De toute façon, là, vous avez le programme, n'est-ce pas? Et sur ce programme, il y a peu de changements. Malheureusement, notre ami Bertrand Simon doit assister aux obsèques d'une amie chère. Donc, on inversera son intervention avec celle de notre ami Jean Béchler, que vous connaissez tous, qui est membre de l'Institut et qui apporte une ouverture d'esprit très différente d'une autre et que certaines personnes viennent spécialement pour l'entendre. Notre ami Guillemin, belge, tout comme notre ami qui va parler de l'élection du pape, qui lui-même est sénateur belge, qui a déjà envoyé son matériel, on nous a dit qu'il était sous clé au Sénat. Alors Guillemin, qui aussi est belge, ne pourra malheureusement pas être avec nous. Alors au lieu de parler du Moyen-Orient, Maria et moi ferons un amalgame de certaines règles de droit électoral qui sont aussi bien appliquées ou qui devraient être appliquées en Europe ou en Orient. Et il sera question là de certains pays européens
et de l'Égypte en particulier, qui est un cas extrêmement intéressant. Je vous remercie. Ah, Monsieur Owen, vous nous avez laissé sur notre faim, parce que nous aurions aimé vous entendre, mais vous allez parler cet après-midi plus longuement. Ah, certainement. Certainement. Bien. Je voulais ajouter un codicile. J'ai vu qu'au programme, il y avait les sondages. Je veux simplement signaler ce que vous savez sans doute, que le Sénat a adopté il y a 3 ans, peut-être un peu plus, il y a 3 ans, une proposition de loi rédigée par Hugues Portelli et votre serviteur, c'est-à-dire par quelqu'un qui a été à l'époque dans la majorité et quelqu'un qui était à l'époque dans l'opposition, pour modifier, adapter, réformer profondément la loi sur les sondages, qui date de 1977, qui n'est plus du tout adaptée. Et nous avons eu de très nombreuses discussions avec ceux que j'appelle nos amis les sondeurs, qui connaissent beaucoup de monde dans le monde politique, qui fait qu'ils ne sont pas toujours très ouverts à des remises en cause d'un certain nombre de pratiques. Question de savoir si on publie les marges d'erreur, ce qui me paraît absolument essentiel. Sans ça, on trompe les gens. Ou si on pourrait avoir connaissance des redressements et de leurs critères. Et donc des brutes pour pouvoir discuter de ça. Alors, sur dit cela. Bon. Toujours est-il que ça a été adopté à l'unanimité par le Sénat. Et depuis 3 ans et demi, c'est en attente à l'Assemblée nationale. Il faudrait examiner pourquoi c'est en attente. Ce serait peut-être l'objet d'une étude scientifique. Voilà. Je me permets de dire cela parce que je suis absolument convaincu qu'il faut revoir la loi sur les sondages. Donc, si ce colloque peut y contribuer, peut contribuer à ce que nos amis de l'Assemblée nationale et du gouvernement pensent au sujet. Mais je vais lire avec plaisir ce que va dire Madame Karine Marcet sur ce sujet, ici, qui est de la Sofres. C'est bien. Vous faites partie des amis, de nos amis les sondeurs. Hein? Bien, je vous remercie tous. Alors maintenant, nous allons demander à Monsieur Jean-Michel Lemoine de Forges et Monsieur François Morvan de venir pour présider la première table ronde. Merci à tous. Hein. Donc alors voilà. Bon, excusez-moi, monsieur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons déjà un petit décalage de 20 minutes par rapport à l'horaire, donc je ne vais pas être très bavard, mais je vais essayer d'être aussi efficace que possible, c'est-à-dire que le premier acte de mon gouvernement provisoire, puisque François Morvan présidera cet après-midi et pas ce matin, ça va être de demander aux personnes dont les noms figurent ici et là, de se rendre immédiatement à mes côtés. Monsieur Potard, Monsieur Laflande, mais Monsieur Laflande est occupé. Madame Marcet, Bertrand Simon, non, puisque, comme vous l'a dit Bernard Owen tout à l'heure, Bertrand Simon nous rejoindra un petit peu plus tard.
Voilà, Monsieur Laflande, nous y sommes. Bien, alors, puisque Bertrand Simon ne nous rejoindra qu'un petit peu plus tard, le saut dans la modernité qui a été annoncé par le président Sueur et par le président Boutry va être, j'allais dire, encore plus radical que ce qui était prévu initialement, puisque nous allons commencer par des choses extrêmement techniques dont je ne doute pas que M. Potard va nous les rendre accessibles. Donc M. Potard, qui est ici, appartient à une société dont j'ai oublié le nom exact parce qu'il va vous le dire, les initiales qui sont sur le programme correspondent aux initiales du nom des fondateurs de cette société, donc EMC Global Services ou EMC Global Service probablement, qui est donc une énorme société de stockage de données informatiques. Et son intervention a été joliment intitulée le vote dans les nuages. J'espère que c'est effectivement une figure de style et qu'on vote en sachant à peu près pourquoi on vote, pour qui on vote, et pas seulement dans les nuages. Mais bon, puisque le cloud est à la mode, c'est dans cette technicité, cette modernité qui va nous plonger, sachant que, vous voyez, il est déjà 10h25, vous avez droit à 20 minutes, et que j'ai un énorme défaut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me met parfois à ce genre de place, c'est que je suis absolument intraitable sur le respect du temps de parole des uns et des autres. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas les uns les autres, mais je serai obligé, le cas échéant, de vous rappeler à l'ordre pour que nous ne finissions pas la matinée trop tard et que nous ne commencions pas l'après-midi trop tard. Cela dit, je vous passe immédiatement la parole, Monsieur Potard, en vous remerciant. Merci beaucoup, je me rends sur... Allez, rendez-vous. Et j'imagine qu'il doit y avoir des nuages derrière moi. Oui, il faudrait juste, si je pouvais voir les images, s'il vous plaît. Donc, merci pour votre introduction. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bien entendu, en ce qui concerne le vote sur les nuages, on va faire un petit peu une transition sur le... On parlait tout à l'heure, Monsieur le Président parlait tout à l'heure en introduction de l'évolution numérique et l'évolution vers le cloud, donc qui est l'informatique dans les nuages aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi un petit peu ce titre. Ce que je vais vous proposer dans ma présentation, c'est un petit peu essayer de vous expliquer simplement ce que c'est que le cloud ou ce que c'est que l'informatique dans les nuages. Vous en entendez parler aujourd'hui beaucoup sur toute cette forme, et voir un petit peu aujourd'hui les enjeux que vont avoir à relever aujourd'hui soit les gouvernements et également les entreprises autour de ces propositions qui sont cachées derrière le cloud. Alors, j'attends juste l'apparition des... Ah. Voilà. Donc, oui, c'est bon, je l'ai. Merci, je vous remercie. Donc, je me présente, donc, je m'appelle Gilles Potard, je suis en charge de consultant avant-vente dans une grande entreprise américaine, dont, bien entendu, comme toutes entreprises leaders sur le marché du stockage, comme on entend chez nous. Et donc, à ce titre, nous sommes confrontés aujourd'hui à tout ce qui est l'évolution du numérique et l'évolution du service qu'il y a autour, que ce soit aussi bien dans les entités d'État ou dans les entités privées. Alors, la première chose, je vais juste essayer de vous expliquer simplement ce que c'est que le cloud, ce que c'est que le nuage informatique tel que vous pouvez l'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous désirez, par exemple, créer un service de messagerie dans une entreprise ou chez vous, il va vous falloir comprendre et planifier les besoins, donc savoir ce que vous allez vouloir délivrer, ce que c'est qu'une messagerie, définir une architecture, alors qu'elle soit technique, avec ce qu'on appelle des PC, des serveurs, des réseaux. Il va falloir trouver des ressources pour construire cette infrastructure et pour pouvoir l'exploiter derrière. Il va falloir savoir l'installer. Il va falloir pouvoir après l'exploiter pour pouvoir délivrer le service. Alors, on se rend compte que souvent, une fois qu'on a terminé tout ce travail, on retrouve de la complexité, d'accord, et surtout, on a beaucoup de mal à être prédictif dans l'analyse, dans l'utilisation des besoins qu'il y a derrière, d'accord, et donc c'est relativement complexe. Ce qui est arrivé aujourd'hui sur le marché, c'est ce qu'on appelle le cloud ou l'informatique dans les nuages. Je dirais qu'il est réparti en 3 étapes. La première, vous allez définir votre service que vous attendez, et on prendra un exemple tout juste après. Le fournisseur va mettre à disposition ce service,
Et après, le service va devenir disponible et vous pourrez l'utiliser. Je vais vous prendre un cas concret et un cas très simple que tout le monde connaît. Tout le monde aujourd'hui a une adresse email ou une adresse courriel. Lorsque vous allez chez un des fournisseurs français ou étrangers quel qu'il soit Orange, Gmail, ce que vous voulez, vous ne vous posez jamais la question lorsque vous créez votre compte de l'infrastructure qu'il y a derrière, des gens qui exploitent l'infrastructure, des gens qui vont vous délivrer le fait que vous puissiez vous envoyer des mails à travers toute la Terre et tout le tour du monde, à travers une adresse email. D'accord ? C'est typiquement du cloud. Aujourd'hui, lorsque vous donc, créez une adresse courriel, vous saisissez votre prénom, votre nom. Des fois, vous avez un petit peu de mal à trouver une cohérence dans le nom qu'on va vous délivrer parce qu'il y a des homonymes qui existent. Mais en 5 minutes, vous êtes capable de vous créer un nom. Comme moi, j'ai par exemple gilles.potard@lenomdemasociété.com. Ça se crée en 2 minutes. Vous pouvez y accéder et avoir ce service-là sans vous poser de la question de l'infrastructure qu'il y a derrière. Ce service, bien entendu, il peut être dédié pour des environnements privés, vous, mais vous retrouvez ce même service aujourd'hui pour des entreprises. Vous avez beaucoup de PME aujourd'hui, on travaille beaucoup par exemple, avec l'association Antenne Plus, Transition numérique, pour délivrer des services de messagerie dans des petites entreprises PME, PMI. Ils s'adressent sur des services aujourd'hui où ils créent leur messagerie sans se demander l'architecture qu'il y a derrière. Et après, vous payez ce service-là au fournisseur qui met en charge tout ce service. Également, si vous parcourez la presse, vous voyez apparaître des noms un petit peu barbares des fois, avec ce qu'on appelle le cloud privé, le cloud hybride ou le cloud public. C'est relativement simple. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'héberger le service que vous souhaitez. Donc, par exemple, si vous voulez créer un service de messagerie, vous pouvez demander à une société dans laquelle je travaille ou à d'autres concurrents de dire « Monsieur, je veux avoir un service de messagerie qui fonctionne pour 100 de mes employés 24 heures sur 24. On est capable d'arriver avec un camion, on vous dépose une boîte dans votre entreprise, on vous donne 2 fils, on vous donne une adresse et le service fonctionne et il roule tout seul. » Ça, c'est ce qu'on appelle le cloud privé, il est chez vous. On est capable aujourd'hui, pour des questions de sécurité, de faire également du cloud hybride. Vous avez besoin de sécuriser vos données, donc vous allez demander à votre fournisseur de dire « je voudrais une partie de l'architecture chez moi, et puis vous allez mettre une partie de l'architecture dans un autre endroit, mais les données m'appartiennent toujours. » À ce moment-là, vous avez une partie chez vous, une partie dans ce qu'on appelle les data centers. On appelle ça un cloud hybride. La troisième notion, c'est le cloud public. Le cloud public, vous n'avez pas d'infrastructure, vous êtes une petite société, 50 personnes. Vous n'avez pas la structure pour accueillir du matériel informatique parce qu'il faut toujours un petit peu d'espace, de climatisation et tout ce que vous voulez. Et vous dites, moi je veux juste un service. Et donc on va vous donner une adresse, généralement une adresse basée sur le web. Vous allez vous connecter, pouvoir accéder à ce service-là. Quand vous faites des achats aujourd'hui sur Internet et vous payez à travers les utilitaires de carte bleue, ce sont des services type cloud. Lorsque vous vous envoyez des messages, ce sont des services type cloud. Donc aujourd'hui, le cloud public, ça veut dire que toute cette infrastructure est hébergée dans des data centers gérés par des gens dont c'est le métier. Vous entendez parler aujourd'hui dans la presse des gens comme Amazon, des gens comme Google, des gens comme Orange. Toutes ces sociétés-là vous fournissent ce type de service. Alors, bien entendu, si on fait un pendant sur les initiatives d'État qu'on peut retrouver aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bien entendu, on en parlait, Monsieur le Président en parlait tout à l'heure, sur le vote des expatriés en 2012, donc qui fonctionne sur des infrastructures de type cloud ou nuage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont voté en 2012 avaient un code d'accès, un nom d'utilisateur, accéder à une page Internet qui leur permettait de faire le choix. Remarquez bien aujourd'hui que votre déclaration d'impôt, vous pouvez aujourd'hui la passer également tout en numérique. Vous vous connectez à travers un identifiant, donc un numéro. Vous avez un autre mot de passe qui est codé qui vous est fourni. D'accord ? On y reviendra tout à l'heure parce que ça peut engendrer des problèmes de sécurité, mais c'est le même principe. D'accord ? Lorsque vous vous rendez sur la plateforme des impôts, vous utilisez un service. Vous ne vous posez pas la question de savoir ce qu'il y a comme infrastructure derrière et vous faites votre déclaration d'impôt. Et c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui que de renvoyer un papier et tout ce qu'il y a à faire derrière. Il y a également ce qu'on appelle l'université cloud, qui aujourd'hui est une université cloud qui est un groupement qui travaille sur tout ce qui est de l'enseignement supérieur et de la recherche à partir d'informations informatiques.
On a bien entendu une grosse démarche au niveau de l'Union européenne aujourd'hui pour favoriser, donc depuis octobre 2012, il y a beaucoup aujourd'hui de compagnies et de groupements qui travaillent pour favoriser l'adoption du cloud. Vous savez que le SAE, donc les services informatiques de l'État aujourd'hui, à travers M. Ledu, qui est son président, a fait beaucoup d'articles et pousse beaucoup aujourd'hui tout ce qui est les entreprises privées et étatiques à s'orienter vers l'adoption du cloud. Et également sous l'impulsion de Fleur Pellerin, qui était à l'époque secrétaire d'État, je crois, au numérique, une association qui s'appelle Association ATN+, a été créée, donc qui permet de fournir de l'aide aux PME, PMI, justement pour faire ce pas vers des services cloud et les aider à comprendre et à optimiser toutes ces choses-là. Alors bien entendu, on peut se poser la question parce que derrière, vous vous rendez compte que derrière ce vote électronique, on va retrouver 4 enjeux que vont devoir avoir travailler et réfléchir, que ce soit les entreprises ou les services d'État aujourd'hui. Ces enjeux, ils sont au nombre de 4. Parce que le fait de proposer un service et de voter à distance, la première chose sur laquelle il va falloir faire très attention, ce sont la sécurité. Ça va être un des problèmes aujourd'hui dans le vote des expatriés en 2012. Lors du vote, quel est votre identifiant? Est-ce que je peux me faire pirater? On ne va pas parler des derniers articles de presse, mais vous avez entendu parler de ce qu'était la sécurité aujourd'hui, où vous pouvez vous faire pirater votre nom, vous pouvez faire pirater votre carte bancaire, vous pouvez faire pirater plein de choses. Donc à partir du moment où il y a un vote qui se fait sur un environnement informatique ou numérique, il y a bien entendu des gros enjeux de sécurité au moment du vote et bien entendu également au moment du dépouillement. Le deuxième enjeu, c'est la qualité du service proposé. À partir du moment où vous adressez un service, quel qu'il soit, vous en attendez toujours de la qualité et de la disponibilité. Si vous avez une adresse mail ou si vous allez lire la presse sur les journaux numériques aujourd'hui, vous attendez qu'il soit disponible 24 heures sur 24, qu'il soit rapide, que les pages se rafraîchissent rapidement. Il y aura également ce service-là. Vous vous doutez derrière que pour fournir une infrastructure disponible, accessible et performante le jour d'un vote, il va quand même falloir que derrière, il y ait quand même des infrastructures fortes, des gens formés derrière pour pouvoir assurer ce service de qualité. Il est hors de question que le jour d'un vote, on vous dise revenez demain ou reconnectez-vous sur le site demain pour pouvoir venir voter. Rappelez-vous, lorsque la SNCF a lancé au tout début sa billetterie électronique, il y avait eu un gros problème de dysfonctionnement, tout simplement parce que les machines avaient été taillées ou le travail mal estimé, et donc il y avait un engorgement, et ce service n'était plus de qualité. Les deux derniers enjeux vont être bien entendu la gestion des finances. Déployer tout un ensemble de services informatiques pour faire voter tous les votants qu'il y a aujourd'hui. Ce sont des infrastructures, ce sont des hommes, ce sont des services, ce sont des études. Il faudra les déployer dans les collectivités. Toutes ces choses-là sont également un enjeu à prendre en compte parce qu'il ne sera forcément pas neutre. Et bien entendu, le dernier enjeu, et on le retrouve exactement le même dans les environnements privés, c'est la mutation des ressources. Aujourd'hui, pour mettre en place des services type cloud ou des services de proximité informatique, il faut des ressources humaines qui aient les capacités techniques à pouvoir le faire, et il faut également des ressources techniques. Donc 4 enjeux qui sont très très importants à prendre en compte, qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde privé, et on retrouvera également le même dans le monde public, puisqu'à partir du moment où on parle d'un service, on retrouvera forcément ces 4 enjeux sur lesquels il sera très très intéressant et il faudra être très très sensible pour pouvoir mettre en place des architectures de ce type-là. Si je peux me permettre de donner mon avis, un des enjeux le plus important qu'il faudra maîtriser sera l'enjeu de la sécurité, puisqu'aujourd'hui, à partir du moment où vous exprimez un vote, aujourd'hui on est dans l'isoloir, donc personne ne peut voter à votre place puisqu'il y a un contrôle d'identité. Il faudra faire très très attention sur la mise en place de vote à distance aujourd'hui, et ça avait été, je le redis, des remarques effectuées lors du vote des expatriés, à ce qu'aujourd'hui, lorsque vous votez et lorsque le vote électronique sera mis en place, que la notion de sécurité soit importante pour qu'il n'y ait pas de falsification, de code d'identification et ou de mot de passe et ou de vote. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Potard. Alors vous avez pris de l'avance, c'est parfait pour nous, en tout cas pour moi. Vous avez eu raison, à mon avis, de nous donner quelques éléments techniques de base pour nous clarifier un petit peu les idées sur ce jargon du cloud et du cloud computing, comme on dit maintenant, et nous donner quelques exemples. Et
alors d'une certaine manière, j'allais dire, on est un peu sur notre fin dans la mesure où il me semble qu'on sait bien que le principal problème, c'est celui que vous avez cité à la fin, c'est-à-dire le problème de la sécurité ou de la substitution d'identité. Bon, éventuellement. Est-ce qu'il y a, enfin peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'on a suffisamment d'exemples, de pratiques qui montrent que ces problèmes sont en voie d'être résolus ou sont déjà résolus? Vous pouvez réfléchir, on en parlera au moment où il y aura la parole sera passée à la salle. Ça fait déjà une première question qui vous sera posée par ma voix. Alors, le président Sueur, tout à l'heure, a évoqué la question des sondages et l'évolution éventuelle de la législation sur les sondages. Ces sondages se passent maintenant également dans un univers hautement technologique et plus ou moins virtuel. Et Madame Karine Marcet, qui est directrice associée dans une institution qui est peut-être, pardonnez-moi Monsieur Potard, un peu plus connue que la vôtre, de nous tous en tout cas, TNS Sofres, va nous parler maintenant de ces sondages électoraux dans l'espace numérique et même, dit-il, intituler son intervention « Sans frontières », puisque on est sans frontières dans le cloud. Madame Marcet, vous avez la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, les sondages électoraux, effectivement, vous savez, c'est, selon la fameuse expression, c'est la partie émergée de l'iceberg des instituts de sondage. C'est-à-dire que, dans le fond, notre activité repose essentiellement sur des sondages qui sont réalisés pour des grandes entreprises, qui sont réalisés pour les opérateurs téléphoniques, qui sont réalisés également pour les banques, etc. Mais bien entendu, ce qu'il y a de plus apparent, c'est à la fois les sondages électoraux et puis les soirées électorales. Ces soirées électorales, comme la semaine dernière et la semaine d'avant, qui sont pour le coup prises en charge par des instituts de sondage, alors même que justement, ça n'est pas des sondages, ce sont des opérations estimation, donc quelque chose d'assez différent. Ceci dit, les sondages électoraux. Les sondages électoraux, à dire vrai, j'ai gardé le titre, mais je dois reconnaître que je vais vous parler de choses qui sont très franco-français, dans le sens où, actuellement, ces sondages électoraux tels que nous les réalisons essentiellement en France. Et ça s'est dit, nous les réalisons en France, mais vous voyez, à tous les niveaux des collectivités locales. C'est-à-dire que pour des élections municipales, eh bien, vous avez dû voir passer un très grand nombre de sondages électoraux. Pour les élections régionales qui auront lieu l'an prochain, eh bien, on fera des élections au niveau des régions. Et pour les élections européennes, vous allez surtout voir en fait des intentions de vote nationales et éventuellement des intentions de vote au niveau des grandes régions. Le sondage par Internet. Le sondage par Internet, en fait, on y est sans y être encore tout à fait. C'est-à-dire que, justement, ces sondages qui ont été réalisés au cours des dernières semaines dans les municipalités, en fait, on est encore sur des sondages par téléphone, alors que les sondages qui vont être faits pour les élections européennes seront pour la plupart faits par Internet. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire des sondages, mais quand même, très très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé ? Au cours des 50 dernières années, en fait, il y a eu une accélération extrêmement rapide. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les sondages ont été introduits juste avant la Deuxième Guerre mondiale par le monsieur Gallup aux États-Unis et juste avant également en France par Jean Stotzel. Et là, en fait, on faisait des sondages en face à face. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, jusqu'au début des années 90, finalement, les enquêtes, elles étaient toutes réalisées en face à face. C'est-à-dire que vous aviez des enquêteurs qui avaient pour mission d'interroger des gens, mais ces gens ils étaient interrogés effectivement à leur domicile, en face à face. Et donc, ces enquêtes réalisées en face à face avaient une qualité qui était très grande, mais on s'est très vite heurté finalement à des problèmes de coût. À des problèmes de coût parce que, dans le fond, quand on avait des enquêtes assez longues, des enquêtes, disons, de plus d'une demi-heure en face à face,
je dirais que le coût était amorti, vous voyez, par la longueur du questionnaire. Mais en revanche, dès qu'on était sur des petites enquêtes, et notamment sur des sondages électoraux, en fait, c'était complètement démesuré. C'est-à-dire que, encore, vous voyez, par exemple, pour les élections de 1989, on a fait des sondages électoraux en face à face, et donc c'était des sondages très courts. Mais pour autant, eh bien, pour interviewer, alors on va prendre une ville un petit peu excentrée, du style Cannes, par exemple, où la situation en 89 était effectivement très importante, eh bien, il fallait mettre 30 enquêteurs à Cannes qui allaient interviewer 500 ou 600 personnes donc à leur domicile. Et donc tout ça coûtait extrêmement cher. Et donc finalement, avec à la fois la généralisation du téléphone, et puis, en fait, un problème tout simplement de concurrence, on est passé effectivement au sondage par téléphone. Alors, on a eu pendant 10 ans, en fait, une multiplication des sondages par téléphone avec la mise au point d'un outil extrêmement sophistiqué qui sont ces outils CATI qui permettent, si vous voulez, le sondage par téléphone. Dans votre imaginaire, c'est peut-être tout simplement un enquêteur qui a un papier et puis qui met des croix ou des ronds sur un papier. En fait, on est passé très très vite à des choses beaucoup plus sophistiquées avec des espèces de robots en fait qui faisaient les appels en direct et donc les enquêteurs avaient juste la partie d'interview proprement dit. Et puis début des années 2000, en fait, et donc c'est là, vous voyez, où les choses s'accélèrent très très rapidement, hein, c'est-à-dire que, en gros, de 1936 à 1990, on a fait des enquêtes en face à face. Ensuite, pendant une petite dizaine d'années, on a fait des enquêtes par téléphone. Et très rapidement, au début des années 2000, en fait, il y a eu toutes sortes d'expérimentations pour se dire, mais dans le fond, Internet, c'est un outil formidable, y compris pour interviewer des gens. Et donc, essayons de réfléchir à la mise en place des sondages par Internet. Et donc, dès le début des années 2000, vous avez la création de l'Institut Opinionway qui se place en France, qui se place d'emblée sur le créneau de dire, dans le fond, arrêtons ces sondages en face à face, arrêtons ces sondages par téléphone. Et il y a une vraie innovation. Essayons donc de créer ces sondages par Internet. Et depuis donc ce début des années 2000, il y a eu un transfert très important des sondages, effectivement, donc en face à face ou par téléphone, vers les sondages par Internet. Aujourd'hui, dans une société comme la Sofres, quand vous regardez en volume, il y a plus de la moitié des enquêtes qui sont effectivement réalisées par Internet et le restant se partageant avec des enquêtes en face à face qui continuent à être réalisées parce que malgré tout, quand vous avez un très long questionnaire, eh bien c'est quand même finalement le meilleur moyen de recueillir des enquêtes et puis également des sondages par téléphone. Et notamment des sondages par téléphone pour quand on est sur finalement un univers relativement restreint comme les sondages électoraux municipaux où effectivement on continue des enquêtes par téléphone. Parce que ces sondages par Internet, si vous voulez, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Hier, en fait, je me suis dit, dans le fond, quand je tape sondage par Internet sur Google, qu'est-ce que ça me raconte? Ça raconte notamment des grosses erreurs qui sont que le sondage par Internet est extrêmement facile et avec un système qui a peut-être effectivement été utilisé au tout début, mais qui n'est absolument pas la façon dont les instituts travaillent aujourd'hui. Cette idée qu'en gros, le sondage par Internet, ça correspondrait à ce que fait à peu près Le Figaro ou les grandes chaînes de télévision tous les jours, c'est-à-dire sur leur site, en fait, ils mettent une question. Donc tous les jours, sur le site du Figaro, vous avez une question à laquelle vous pouvez répondre. Et donc dès le lendemain, ou d'ailleurs plus ou moins en direct, on vous donne les réponses à cette question. Ça ressemble à un sondage, mais c'est pas un sondage, puisque par définition, qui va répondre à ces questions que pose le Figaro? C'est les gens qui sont les lecteurs du Figaro. Donc si vous voulez, au mieux, c'est une consultation, c'est-à-dire que des gens qui ont souhaité s'exprimer ont effectivement répondu à des réponses, mais ça n'est en aucun cas un sondage dans le sens où il n'y a aucune représentativité. L'autre idée, c'est que le sondage par Internet, on met en gros des pop-up un petit peu partout, et puis que donc les gens vont répondre au sondage en cliquant sur les pop-up. Là, ça a peut-être fonctionné un tout petit peu, vous voyez, au début des années 2000. Ceci dit, au début des années 2000, les gens qui répondaient à des sondages par Internet en passant par ce lien
c'était vraiment, je dirais, on disait pas, l'expression geek n'existait pas encore, je crois, mais en tout cas, c'était effectivement des gens qui avaient un profil très particulier, qui étaient effectivement des accros Internet. En fait, le sondage par Internet, vous voyez, c'est une gigantesque organisation et qui repose effectivement, qui est organisée dans les instituts de sondage, avec tout d'abord ce mot barbare qui est l'Access Panel. C'est-à-dire l'Access Panel, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens qu'on va interviewer par Internet, en fait, on va les recruter au préalable, et on va les recruter au préalable avec des conditions extrêmement fortes. C'est-à-dire que si vous constituez votre Access Panel en prenant tous les gens qui veulent bien venir vers vous, eh bien, par définition, vous ne faites zéro tri, et vous allez vous retrouver avec essentiellement, toujours pareil, les gens qui sont accros aux nouvelles technologies, c'est-à-dire que vous aurez zéro senior, enfin, n'exagérons pas, vous aurez pas assez de seniors, vous aurez des gens ultra diplômés, et vous n'aurez donc quelque chose qui n'est pas représentatif de la population française. Et donc, le premier challenge, si vous voulez, de ces enquêtes par Internet, c'est donc de recruter un Access Panel qui soit d'une grande qualité et qui nous permette effectivement d'interviewer non seulement des gens qui sont des forts utilisateurs d'Internet, des utilisateurs journaliers d'Internet, mais également des gens qui sont un peu moins utilisateurs d'Internet. Et comme en fait, ça n'est pas très simple, eh bien, il s'est écoulé finalement quasiment 10 ans avant que les sondages électoraux soient également, si vous voulez, on utilise cette technologie de l'Internet pour les sondages électoraux. Il y a eu quasiment 10 ans, en fait, entre le moment où on a introduit ces sondages par Internet et qui ont été très très vite utilisés pour tout ce qu'on est sondage consumer, parce que vous voyez, les sondages pour les grandes entreprises, quand on demande finalement à des gens quels sont les caractères d'innovation qu'ils préfèrent entre des types de bière ou des types de couches-culottes, ou etc., dans le fond, si on n'a pas un échantillon qui soit parfaitement représentatif, c'est pas forcément très grave. D'autant que, comme vous le savez, enfin les couches-culottes en particulier, mais disons d'une manière générale, il y a un certain nombre de produits de grande consommation qui sont forts. Vous savez, c'est la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui est donc une très grande consommatrice. Et donc, dans le fond, ce qui était important, c'est que dans un premier temps, ces Access Panel, effectivement, ils soient à peu près représentatifs de la ménagère de moins de 50 ans. Et à partir du moment, effectivement, où on a été dans une situation où la plupart de la population, maintenant la quasi-totalité des foyers français sont effectivement connectés à Internet, et y compris justement parmi cette population des plus de 60 ans, vous avez un grand nombre d'utilisateurs d'Internet, et bien à ce moment-là, on a pu franchir, si vous voulez, cette barrière, on a pu, entre guillemets, s'autoriser à se dire, eh bien oui, il n'y a pas de problème, on peut effectivement faire des sondages par Internet. Alors, rapidement, si vous voulez, donc, il y a, vous voyez, cet Access Panel, hein, qui est donc le point principal. Mais ensuite, comment ça se passe? Eh bien, chaque fois qu'il y a une enquête qui est réalisée, donc là par exemple on va faire une intention de vote pour le nouvel observateur qui va être fait effectivement par Internet auprès de notre Access Panel, eh bien on va envoyer des invitations aux répondants. On va envoyer des invitations en fait à 3000 personnes à peu près, et donc cette invitation à ces 3000 personnes, là pour le coup, on va les envoyer à un échantillon qui est parfaitement représentatif du corps électoral. Et naturellement, les premiers qui vont répondre, ils ne vont pas être complètement représentatifs justement du corps électoral. Et donc là, vous voyez, il y a toute une gestion qui est extrêmement fine de manière à obtenir, in fine, un échantillon qui soit effectivement représentatif du corps électoral. Donc vous voyez, quand on dit sondage par Internet, on imagine finalement un espèce, vous voyez, comme le pêcheur, vous voyez, qui lance ses filets et puis qui les ramène. Et puis bon, c'est cette idée effectivement que voilà, on va lancer un très grand nombre d'invitations et puis on récupère ceux qui ont bien voulu nous répondre. Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a effectivement une vraie gestion de manière à avoir un échantillon qui soit représentatif du corps électoral, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Et puis après, je dirais que
on revient au sondage classique, qui est la réalisation de l'enquête proprement dite, sauf que là, en l'occurrence, eh bien, les gens répondent devant leur ordinateur et non pas en face à face avec un enquêteur et non pas par téléphone. Et ensuite, il y a les processus, donc le delivery étant un barbarisme, mais enfin bon, la remise des résultats et l'analyse des résultats. Alors, vous me direz, bon, c'est bien gentil ce que vous nous racontez, mais est-ce que ça fonctionne? Alors, ça fonctionne. Alors, je suis désolée, je pensais que ça serait un peu plus... Mais vous allez regarder rapidement. On a, en fait, 2012, on a un parfait exercice de comparaison, dans le sens où il y a un certain nombre d'instituts qui ont fait les intentions de vote, donc les sondages préélectoraux, par Internet, et d'autres instituts qui ont fait les sondages préélectoraux par téléphone, dont TNS Sofres, qui est une vieille maison et parfois peut-être pas forcément les plus à la pointe de l'innovation. Quand vous regardez donc ces sondages, et si vous regardez les moyennes, tout simplement. Alors, tout d'abord, vous allez me dire, oui, il y a quand même des écarts. Il y a quand même des écarts, mais très franchement, si vous voulez, le sondage, par définition, c'est un outil qui repose, c'est un outil de sciences sociales qui est pas sans défaut, on le sait très bien, et qui ne peut pas être précis. Vous voyez, finalement, les attentes à l'égard des sondages sont presque trop élevées. Le sondage n'a pas la prétention d'être précis, vous voyez, à la décimale près. Mais ceci dit, quand vous regardez effectivement ces résultats comparés aux résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, vous voyez que les sondages étaient extrêmement proches, que ça soit finalement par téléphone ou par Internet. Les vrais écarts, en fait, ils sont principalement sur M. Mélenchon. M. Mélenchon, comme vous le voyez, fait donc, comme vous le savez, fait donc 11% au premier tour de l'élection présidentielle. En fait, en moyenne web, on est à 12,8%. En moyenne téléphone, on est à 14,1. Et parallèlement, hein, c'est un peu je dirais son pendant. En fait, vous avez Marine Le Pen donc qui recueille finalement 17,9 des suffrages exprimés à l'élection présidentielle. En fait, les sondages téléphone ou web sont extrêmement proches. Quand vous regardez les autres candidats, honnêtement, il y a très très peu de différence. Vous voyez 0,4, 0,5 versus 0,6 pour Madame Artaud, 1,3, 1,5 versus 1,2. Monsieur Mélenchon en a parlé. Pour François Hollande, les sondages téléphones ont finalement été plus proches que les sondages web, hein, 28,2, 27,3 versus 28,6, etc. Et pour François Bayrou, en fait, les sondages l'ont très légèrement surestimé, 10,1 moyenne téléphone, 10,5 moyenne web. Donc, dans le fond, les sondages par téléphone ont été plutôt meilleurs également pour monsieur François Bayrou. Quand on regarde le même tableau, mais maintenant, juste avec les écarts, on retrouve ce que je vous signalais, hein, c'est-à-dire que dans le fond, on a en moyenne, les écarts sont un petit peu plus faibles, hein, puisque c'est de 0,76, c'est la moyenne des écarts, hein, ce n'est pas le cumul des écarts, c'est la moyenne des écarts, 0,76 versus une moyenne des écarts de 0,82. Ceci dit, vous voyez, 0,82, 0,76, honnêtement, on est un petit peu dans l'épaisseur du trait. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que, dans le fond, les sondages préélectoraux par Internet ou par téléphone donnent des résultats assez proches et avec, effectivement, sur le cas de M. Mélenchon, c'est comme si, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais M. Mélenchon, en fait, en fin de parcours, en fin de la période électorale, a baissé. Et c'est comme si on a le sentiment que le sondage par Internet saisit mieux le mouvement de baisse qu'a subi M. Mélenchon. Alors, pour conclure, je dirais que c'est extrêmement difficile, si vous voulez, d'avoir des certitudes et de dire, mais bien sûr, le sondage par Internet, c'est mieux, bien sûr, le sondage par téléphone ou en face à face, c'est moins bien. Quels sont, dans le fond, les avantages du web? Les avantages du web, c'est d'abord le coût, malgré tout. Dans l'économie, c'est par définition un point important. Mais c'est surtout ce qu'on appelle l'absence d'effet enquêteur. C'est-à-dire que ce qu'on remarque, si vous voulez, c'est que, alors non pas sur des sondages préélectoraux, mais quand on pose des questions, si vous voulez, politiquement correctes, disons, ou incorrectes, justement, en fait, on a des réponses relativement différentes, justement, entre le web et le téléphone. Et donc là,
on se demande effectivement si c'est parce que, par exemple, quand on demande aux gens, est-ce qu'il y a trop d'émigrants en France? Quand on demande aux gens, est-ce que vous considérez que l'islam est une menace, etc. Enfin, quand on pose des questions, vous voyez, un petit peu touchy sur l'identité, sur les problèmes entre les différentes personnes, on a effectivement des réponses qui sont un petit peu différentes. Ce qu'on ne mesure pas très bien, si vous voulez, c'est est-ce que c'est le web qui a raison parce que les gens, effectivement, n'ont pas à se justifier à la limite vis-à-vis d'un enquêteur, ou est-ce qu'il n'y a pas non plus un effet, je dirais, défouloir qui fait que, dans le fond, les gens se disent, bon, bah, après tout, personne, je suis dans ma cuisine, enfin, pas dans ma cuisine, je sais pas pourquoi je dis ça, dans mon bureau, tranquille, et donc effectivement, est-ce que je peux pas envoyer un message? Donc là, il y a de toute façon des recherches qui sont faites effectivement sur jusqu'où joue l'effet enquêteur et quel est finalement l'effet de répondre face à un écran d'ordinateur et est-ce que ça ne joue pas? Et puis l'inconvénient du web, ça reste malgré tout, et alors notamment pour les sondages préélectoraux, le fait que les plus de 60 ans, bien sûr, aujourd'hui, sont sur Internet, mais ils ne le sont pas tous. Moi, j'ai des parents de plus de 85 ans. L'idée même, effectivement, d'aller sur Internet leur paraîtrait complètement incongrue, alors même que, par définition, si vous voulez, c'est tous ces gens, effectivement, d'un certain âge, qui ne sont pas sur Internet, on sait très bien qu'ils votent, et qu'ils votent même beaucoup. Et donc là, on a quand même un petit souci, si vous voulez, entre un corps électoral où la participation, enfin il y a un vrai bug, si vous voulez, entre guillemets, entre la participation électorale qui ne fait que monter lorsque l'on progresse en âge, sachant que justement parmi les personnes très très âgées, l'INSEE a montré que les gens très âgés commencent à aller moins voter parce que bien un certain nombre d'entre eux ont des difficultés, versus effectivement le fait que sur Internet, vous avez beaucoup enfin, plus on est jeune en fait, et plus on est sur Internet. Et donc là, en fait, on n'a pas encore complètement résolu, si vous voulez, ce paradoxe, cette différence entre le fait que la participation est forte parmi les personnes âgées et en gros l'utilisation d'Internet est d'autant plus forte que en fait on est jeune. Et puis y compris parmi les gens qui vont sur Internet, vous avez quand même des réfractaires aux nouvelles technologies. Et notamment ce problème justement de l'access panel, même si on met beaucoup de soins à effectivement essayer de ne pas recruter que des gens qui soient complètement geeks et qui soient sur Internet 15 heures par jour, il y a forcément, si vous voulez, on a du mal malgré tout à trier et à recruter des gens qui sont moins adeptes. Vous voyez, donc ce problème de l'access panel, c'est d'arriver effectivement à ce qu'il soit complètement représentatif de l'utilisation, c'est-à-dire à la fois d'avoir des gros consommateurs, des moyens consommateurs et des petits consommateurs. Et donc au total, vous me direz que c'est un petit peu une réponse de Normand, mais dans le fond, effectivement, je dirais que tout mode de recueil a ses inconvénients, que pour les sondages préélectoraux, on voit bien, et en tout cas l'exemple de la présidentielle l'a montré, que finalement, il n'y a pas vraiment un avantage décisif sur les sondages par Internet, mais qu'il y a de toutes les façons, notre métier doit continuer à réfléchir de façon à décider effectivement jusqu'à quel point le sondage par Internet peut être le sondage de demain. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Marcet, de cet exposé très, très riche et très complet. En tout cas, pour moi, très, très, très instructif. Non seulement sur le fond, mais aussi sur le vocabulaire, d'ailleurs, hein, parce que quand j'étais jeune, on parlait des pin-up, dont on accrochait les portraits dans les chambres d'étudiants. Mais le pop-up, j'ai appris ça aujourd'hui, alors vous me direz ce que ça veut dire quand même, vous le disiez. J'ai cru comprendre que c'était aussi une image, mais pas le même genre d'image. Et puis vous avez posé évidemment la question
du vote des, enfin plutôt la participation de ce qu'on appelle maintenant les seniors, cette expression que je trouve un peu, excusez-moi madame, parce qu'elle est tellement répandue que c'est pas contre vous que je dis ça, mais un peu ridicule, puisque on ne sait plus si c'est plus de 50 ans, il y a la ménagère de moins de 50 ans, il y a le senior à partir de 60 ans, entre les deux on est quoi? Je ne sais pas, mais vous vous intéressez aux gens de 85 ans. Je connais très très bien une vieille dame qui a eu 100 ans il y a 2 mois, et qui a eu des mots avec un vendeur d'iPhone qui lui expliquait, madame, vous ne saurez pas vous en servir, etc. Elle utilise un ordinateur, non pas évidemment comme un garçon de 25 ans ou une fille de 30 ans, mais elle est quand même revenue la semaine d'après montrer au type ce qu'elle savait faire avec son iPhone. Donc il y a encore de l'espoir. D'autant plus que les jeunes dont vous parlez, ils vont vieillir. Donc un jour, sauf si de nouvelles technologies apparaissent auxquelles ils ont du mal à s'adapter, ce qu'on ne peut pas exclure. Donc les problèmes que vous avez évoqués sont... Monsieur Laflandre, venez pendant que je meuble là, mais venez, parce que c'est vous qui allez parler maintenant. Bon, d'accord. Donc ces problèmes vont être surmontés. Alors j'ai été aussi frappé en rapprochant les 2 interventions précédentes sur l'évolution de l'emploi ou des métiers dans ces domaines-là, puisque au fond, vous nous avez parlé des enquêteurs pour les sondages face à face, donc métiers disparus ou en voie de disparition, on peut dire. Monsieur Potard nous a dit un peu qu'il y avait toutes sortes de métiers qui se développaient derrière les infrastructures dont on a parlé. Donc c'est aussi un domaine où peut-être il y a des avenirs professionnels nouveaux à imaginer. Et je ne sais pas si les formations existent pour tout ce qui est l'arrière-plan que vous évoquez. Je vais passer la parole à Michel Laflandre, qui va peut-être répondre en partie à la question que je posais tout à l'heure, puisque son exposé est intitulé « Vote électronique, bilan d'étape ou dépôt de bilan ». Je suppose que c'est lui qui a choisi le titre, puisqu'il est quand même à l'origine d'une grande partie des intitulés des exposés d'aujourd'hui. Et donc c'est un petit peu la question que je posais à M. Potard tout à l'heure sur la sécurité du vote électronique. Vote électronique qui vaut mieux pas trop développer tant que les seniors ne sont pas encore habitués à répondre à des sondages. J'imagine qu'ils doivent être pas non plus très habitués à voter électroniquement. Mais j'imagine aussi que ce n'est pas le seul problème qui conduit M. Laflandre à se poser cette question de l'avenir du vote électronique. Michel Laflandre, vous avez la parole pour 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je crains malheureusement vous décevoir, car je me suis dit que ce serait intéressant de faire un peu de droit et un peu moins et un peu moins de technique. Donc ces questions de sécurité sont plutôt techniques que juridiques. Donc je ne vais pas répondre vraiment à votre attente. Je vais répondre, j'espère, à d'autres. J'étais intervenu, vous vous souvenez, ceux qui sont les habitués du colloque, il y a 6 ans sur ce thème du vote électronique, et je concluais d'une façon assez optimiste que sans doute c'était un procédé appelé à se développer. Avec le recul, un recul de quelques années, je me demande si aujourd'hui je pourrais conclure de la même façon. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, bilan d'étape ou dépôt de bilan. Bon, il est peut-être un peu provocateur, mais une chose est sûre, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a une dizaine d'années, voire même 5 ans, eh bien, le vote électronique en France ne décolle pas. Et c'est un peu la problématique au cœur de mon exposé. On a parlé de vote électronique parce que très souvent, on confond les deux. Je vais, sur le plan simplement de la terminologie, je vais préciser les choses. Il n'y a pas que le vote par Internet qui soit qualifié de vote électronique. Il y a avant tout, dans la chronologie, on pourrait le dire comme cela, avant tout, il y a le vote sur machine à voter. Ces votes sur machine à voter, enfin, la possibilité de voter sur machine à voter existe en droit positif français. C'est même une disposition ancienne. Je vois Bernard Maligné qui opine du chef au fond,
puisque ça a été institué en France en 1969, donc il y a 45 ans, pratiquement 45 ans. Et alors, les premières machines à voter étaient électriques, aujourd'hui elles sont électroniques. C'est une modalité du vote électronique importante en France. Et il ne faut donc pas ramener tout le débat du vote électronique au simple vote par Internet. Les votes sur machine à voter ont été testés, expérimentés, puis mis en œuvre il y a de très nombreuses années à l'étranger. Aux États-Unis, on vote sur machine à voter, aujourd'hui des machines électroniques, depuis plus d'un siècle. Et surtout sur le plan comparatif, il est intéressant de savoir que dans beaucoup de pays, enfin pas beaucoup de pays, mais dans un certain nombre de pays, on utilise les machines à voter comme un mode normal, un procédé normal de vote, qui même, dans certains cas, est le seul proposé aux électeurs, et pas dans des démocraties marginales, mais dans de grandes démocraties, en tout cas si on prend le nombre des électeurs, puisque c'est le système qu'on utilise en Inde, la plus grande démocratie du monde, en tout cas par le nombre des électeurs, et également au Brésil, donc un pays qui a beaucoup investi sur les machines à voter électroniques. Alors j'ai eu aussi d'excellents mémoires dans le cadre de la préparation des diplômes d'élection, d'administrateurs d'élection, sur des pays moins cités, moins fréquemment cités pour utiliser les machines à voter. Je pense notamment au Venezuela qui en donne un exemple tout à fait intéressant. La deuxième modalité, évidemment, du vote électronique, c'est le vote par Internet. Les juristes disent le vote électronique à distance pour le distinguer justement de celui qui se fait sur les machines à voter. Alors, les trois caractéristiques du vote électronique par Internet par rapport au vote sur les machines à voter, c'est qu'on ne vote plus sur des machines dédiées, mais sur un terminal informatique qui peut être soit votre PC, soit, le cas échéant, votre téléphone, votre smartphone. Vous n'avez plus de bureau de vote, plus de bureau de vote dédié, puisque vous votez de chez vous. Alors, Karine Marcet parlait de sa cuisine. Ça peut aussi être votre bureau, mais ça peut aussi être votre lieu de travail. Ça peut être tout point sur lequel vous pouvez faire fonctionner un dispositif électronique connecté. Et puis, troisième caractéristique, vous avez une transmission du suffrage par un réseau qui lui-même n'est pas un réseau dédié, c'est un réseau polyvalent, l'Internet notamment, qui sert à transmettre des myriades d'informations. Cela étant, sur le plan juridique, le vote par Internet n'est qu'une modalité particulière, une version dématérialisée, si j'ose dire, du vote par correspondance. C'est pour ça que les Suisses parlent du vote par correspondance électronique, et on peut considérer que, hormis les questions vraiment techniques liées à la sécurité et à l'identification des électeurs, le vote par Internet a tous les avantages, mais aussi tous les inconvénients du vote par correspondance. Alors, le procédé de vote électronique, que ce soit sur machine à voter, mais de plus en plus par Internet, est un procédé qui est largement utilisé dans un tas de processus électoraux. Beaucoup d'élections utilisent le vote électronique. Alors, des élections non politiques. Alors, il y a des élections non politiques organisées par la puissance publique. Je vais en énumérer un certain nombre. Bon, l'élection des représentants du personnel, les élections prud'homales, les élections dans la fonction publique, les élections universitaires, les élections consulaires, enfin d'organismes consulaires. Je dis d'organismes consulaires pour ne pas qu'on les confonde avec les nouvelles élections des conseillers consulaires qui élisent les Français de l'étranger. Également les élections ordinales. Toutes ces élections aujourd'hui utilisent, sur la base de dispositions légales et sur la base de dispositions réglementaires, le vote électronique et le vote notamment électronique par Internet.
Cette utilisation s'est faite le plus souvent en accord avec les partenaires sociaux concernés et n'a pas soulevé de difficultés majeures. Il y a des contentieux, certes, mais il n'y a pas de difficultés majeures dans l'utilisation des procédés électroniques pour toutes ces élections qui sont placées quand même sous l'autorité de la puissance publique et avec le contrôle des juridictions. Vous avez également beaucoup d'élections privées ou de consultations en la forme électorale, si j'ose dire, privée, qui sont organisées par la voie électronique, que ce soit dans le cadre de grandes associations, des fédérations sportives et d'assemblées générales d'actionnaires, puisque là, il s'agit de faire décider, notamment sur des points soumis à l'approbation des conseils d'administration ou des assemblées générales, donc des procédés qui se rapprochent plus du référendum que de l'élection proprement dite, mais qui sont des consultations à grande échelle et faites par voie électronique sans, là non plus, que ça soulève de difficultés majeures. Alors, le cadre juridique pour ce qui concerne les élections politiques est un peu plus restreint. Et c'est aussi certainement celui qui soulève le plus de questions d'interrogation. J'ai, d'une façon très classique, segmenté mon approche en parlant d'abord des normes du droit international, puisqu'il existe des normes du droit international concernant le vote électronique. Alors, ce ne sont pas des normes obligatoires, mais ce sont des normes, des références, des préconisations, et qui ont été formulées par notamment le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui se veut être le club des démocraties et qui édicte un certain nombre d'orientations concernant tous les modes d'administration et tous les procédés de démocratie, évidemment, s'est intéressé très tôt à la question du vote électronique. Il l'a fait notamment en 2004, avec une recommandation adoptée par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe et qui donne un petit peu un mode d'emploi, des directives d'emploi aux États qui voudraient mettre en œuvre un procédé de vote électronique. Alors ce texte fondateur a été actualisé en 2009 et c'est la référence internationale pour tout ce qui concerne la mise en œuvre, soit par des machines à voter, soit dans le cadre du vote par Internet, la mise en œuvre du vote électronique. Vous avez ensuite une deuxième couche, si j'ose dire, de réglementation ou d'orientation. Pour ce qui concerne la France, ce sont les recommandations de la Commission nationale pour l'informatique et les libertés, la CNIL, qui, évidemment, s'agissant d'électronique, s'est saisie de la question et qui a émis une recommandation en 2003 sur la sécurité des systèmes de vote électronique. Alors, cette recommandation dont vous voyez un extrait a été actualisée, elle aussi, très récemment, en 2010. Je la cite parce que je voudrais insister sur le fait que si la technique est très nouvelle, le cadre, disons, il n'y a pas de novation conceptuelle dans ce que la CNIL propose. Elle recommande simplement que le vote électronique se fasse par référence aux normes classiques retenues en matière de vote en général. Vous voyez, le système doit s'inscrire dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations, la possibilité d'un contrôle a posteriori qui fonde, le cas échéant, les contentieux. Tout ça est absolument classique et pourrait s'appliquer à l'identique pour des scrutins papier ou pour d'autres formes de votation. Alors, j'ai donc ensuite, on va dire, non plus sur les dispositions des recommandations, les orientations, mais sur le droit dur, les dispositions légales et réglementaires. Alors, concernant les machines à voter, vous avez un article L57.1 du Code électoral qui en autorise l'utilisation dans les communes de plus de 3500 habitants, déterminées fixé par un arrêté du préfet, un arrêté du
représentant de l'État dans le département. Ce texte a évolué en 3 étapes. D'abord en 69, c'était un texte qui réservait à l'époque le vote dans les communes, le vote sur machine à voter dans les communes de 30 000 habitants et dont la liste de ces communes devait être déterminée par un décret en Conseil d'État. Et puis en 89, on a ramené de 30 000 à 3 500 habitants le seuil d'application des machines à voter. Et en 2004, on a changé l'autorité décisionnaire, puisque ce n'est plus un décret en Conseil d'État, mais simplement un arrêté préfectoral qui détermine quelle commune peut voter. Alors, peut voter par les machines à voter. Ces machines doivent répondre à un ensemble de prescriptions réglementaires et techniques. Il y a une sorte de cahier des charges. Et actuellement, il y a, à ma connaissance, 3 fournisseurs de machines à voter qui ont obtenu l'agrément sur la base d'arrêtés du ministre. La deuxième catégorie, c'est le vote par Internet. Donc là encore, des dispositions légales et réglementaires qui l'encadrent. Alors, vous avez un texte fondateur, et le Sénat a été précurseur dans ce domaine. C'est la loi du 28 mars 2003 qui avait été adoptée sur la proposition du sénateur Del Picchia, des Français de l'étranger, et qui a abouti donc à une loi 2003-277 qui autorise le vote électronique, plus exactement le vote par correspondance à distance électronique, pour les Français de l'étranger. Évidemment, leur situation est particulière. Vous avez, voilà, la loi en question. L'article 6, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application, bon, c'est classique, soit sous correspondance sous pli fermé, ou selon les modalités définies par un décret par voie électronique. Alors, je précise néanmoins que les Français de l'étranger pouvaient voter par correspondance, donc ça n'est finalement qu'une modalité variante de ce qu'ils pouvaient déjà faire, alors que le vote par correspondance a été supprimé du code électoral dans les années 74, si j'ai une bonne mémoire. Ce dispositif, qui, il faut le reconnaître, n'a pas très bien fonctionné, a néanmoins été étendu récemment, puisqu'il a été étendu à l'élection des députés des Français de l'étranger, ces députés qui ont été mis en place dans la foulée de la révision constitutionnelle de 2008, eux aussi peuvent être élus, enfin les électeurs peuvent participer à ce scrutin par la voie du vote par Internet. Alors, le Conseil constitutionnel a validé le principe. Il a même validé les opérations électorales qui se sont déroulées par Internet. Je dois dire qu'il l'a fait un petit peu, pas du bout des lèvres, mais il a constaté que les cas d'espèce qui lui étaient soumis n'avaient pas montré de dysfonctionnement majeur. On ne peut pas quand même tout de même, il faut être honnête, on ne peut pas considérer, en lisant les décisions, qu'il aurait donné un blanc-seing, un aval général au procédé. Le Conseil constitutionnel reste relativement prudent quant à ce qu'il faut entendre, sur sa position sur le vote électronique. C'est au terme donc de ce rappel du droit que j'en viens à considérer que le bilan du vote électronique en France est un bilan en demi-teinte. Les machines à voter, il faut reconnaître qu'il y en a finalement, il y a un nombre très limité de communes qui utilisent les machines à voter. On dit entre 80, il paraît même que la liste n'est pas communiquée facilement par le ministère de l'Intérieur. On est à peu près sur 80-82 communes. Donc, nombre très limité de communes et surtout, les machines à voter dans les communes où elles fonctionnent soulèvent des difficultés ou des critiques, aussi bien de la part des élus, souvent des élus d'opposition, il faut le reconnaître, que des électeurs de tous bords. Et surtout,
et là encore le Conseil constitutionnel est venu nous rappeler un petit peu les principes, l'utilisation des machines à voter soulève des difficultés d'ordre psychologique. Alors c'est assez intéressant de voir le Conseil constitutionnel qui fait état de difficultés psychologiques en rompant alors je cite, en rompant le lien symbolique entre le citoyen et l'acte électoral. Bon, il y aurait une polémique que je n'engagerai pas, mais que j'invite toujours mes étudiants à engager sur ce fameux lien symbolique, puisqu'il n'est pas non plus sociologiquement établi qu'il y ait un tel lien. Ça reste, sur le plan scientifique, à démontrer. Quoi qu'il en soit, alors Karine Marcet va dire que ce n'est pas un sondage, mais c'en est un quand même. Il y a eu une consultation par Internet et sur l'utilisation des machines à voter avec seulement, vous voyez, 25%, donc le quart des électeurs qui se déclarent favorables à ce dispositif, presque les 3/4 contre et sans opinion. Bon, là, c'était pas très important. Donc, la machine à voter, bilan en demi-teinte et, me dit-on, bilan qui devrait encore aller en décroissant parce que si j'en crois les informations qui me reviennent, de moins en moins de communes envisagent de maintenir ce dispositif, parmi celles qui l'avaient adopté. Quant au procédé par Internet, le procédé est marginal, je l'ai dit, il n'est ouvert qu'à un nombre limité d'électeurs, les Français de l'étranger, ils sont quand même... Alors, il y a quand même 1 700 000 Français de l'étranger immatriculés qui peuvent voter par Internet, mais ça reste une petite composante du corps électoral, et surtout, ça n'est utilisé que dans un nombre très limité de scrutins, puisqu'il s'agit de désigner leurs députés et les représentants à l'Assemblée, enfin l'ex-Assemblée des Français de l'étranger, qui maintenant s'appelle, je crois, l'Assemblée des conseillers consulaires, enfin, sous bénéfice d'inventaire. Le système a révélé de nombreux dysfonctionnements, c'est vrai, au point que sa première mise en œuvre a été qualifiée d'échec par les autorités du Quai d'Orsay, et globalement, en France, la plupart des élus restent très circonspects à l'idée du vote par Internet. Je vous montre là, simplement un extrait du journal officiel. Oui, je termine, Monsieur le Président. Il s'agit d'une intervention en séance publique. Je vous ai mis le questeur Anziani parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il a un rôle important pour l'instant. Donc, surtout, il y a eu des primaires par voie électronique qui, globalement, n'ont pas convaincu, qui ont mis en évidence également des difficultés. C'est certainement pour tenter de faire le point, donc bilan d'étape ou dépôt de bilan, je ne conclurai pas à leur place, que le Sénat a mis en place une mission d'information en octobre 2012 qui, justement, a été confiée par la Commission des lois au questeur, au sénateur Alain Anziani et à Antoine Lefèvre, donc une mission d'information pluraliste, socialiste, UMP, dont les conclusions devaient être présentées la semaine dernière, mais qui finalement ne seront présentées, je crois, que la semaine prochaine. Et je n'ai donc pas voulu trop anticiper sur les conclusions que nos sénateurs pourraient tirer, mais je pense que les conclusions ne seront pas très encourageantes vu la déclaration de M. Anziani en séance publique. Et surtout, l'existence de cette mission d'information a conduit à suspendre l'examen d'un texte en cours sur l'extension du vote par Internet aux Français de l'étranger pour les prochaines européennes. Question finale, vote électronique, est-il urgent d'attendre ? Pourtant, le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, nous vante sur son site Internet tous les mérites de la démocratie électronique, envisager des votes électroniques qui pourraient répondre à la crise de la représentation. Parallèlement, vous avez, c'est vrai, la poussée de l'abstentionnisme qui force à concevoir, à inventer, imaginer des nouvelles réponses. C'est ce que dit le sénateur Del Picchia. Si l'électeur ne va plus aux urnes, l'urne doit aller aux électeurs. Ce sera ma conclusion.
Le Lagardère du Sénat, c'est Michel Laflande. Vous avez quand même répondu à ma préoccupation, dans la mesure où, si effectivement ce bilan est en demi-teinte, c'est probablement parce que la question centrale n'est pas, à mon avis, enfin je peux me tromper, cette affaire de lien symbolique que vous évoquiez d'ailleurs avec scepticisme, si j'ai bien compris tout à l'heure, mais tout simplement parce qu'on n'a pas confiance dans la qualité technique et la sécurité de ce genre de procédé pour le moment. Enfin, c'est ce que je retire de votre exposé. Et quand on rapproche votre exposé de celui de Mme Marcet, on se dit évidemment que les sondages, parce que vous avez quand même parlé des Français de l'étranger, du vote des Français de l'étranger, c'est ce qu'on disait en aparté tout à l'heure, les sondages intention de vote sur les Français de l'étranger, c'est un grand mystère. Alors s'ils sont 1 700 000 et il paraît que ça augmente tous les jours, ils sont susceptibles tout de même d'avoir un certain effet sur le résultat final. Il faut peut-être expliquer ça aux gens qui ne votent pas en se disant c'est pas la peine que j'aille voter puisqu'on connaît déjà le résultat grâce au sondage sur les intentions de vote. C'est un poncif, hein, bien entendu. Depuis que les sondages existent, on dit ça, mais il n'empêche que la question, à mon avis, demeure ouverte. Nous avons donc le temps, ce qui n'est pas si fréquent dans ce genre de manifestation, de donner la parole à la salle. Donc nous avons quoi, une vingtaine de minutes. Bernard, on est d'accord? Ça dépend. Moi je suis l'horaire qui est ici, bien entendu, 15 d'heure, 20 minutes, pour donner la parole à la salle. Alors je vais commencer par reposer ma question à M. Potard, et à la lumière de ce que vient de nous dire Michel Laflande, le vote électronique et la sécurité. Alors, effectivement, la remarque par rapport aux machines à voter, est très intéressante, et surtout dans la notion de la sécurité. Ce qui peut se poser sur un vote électronique à distance, effectivement, c'est l'identification. Aujourd'hui, dans la sécurité, vous allez avoir plusieurs problèmes. Le problème de l'identification et le problème du moment de l'attaque. C'est-à-dire que l'identification, vous pouvez très bien recevoir un code assujetti d'un mot de passe. Lorsque vous allez saisir ces informations sur l'écran, que ce soit un smartphone ou un écran d'ordinateur, à aucun moment on ne peut contrôler que vous êtes réellement la personne à qui on a envoyé ces codes. De la même manière, aujourd'hui, si vous faites votre déclaration d'impôt et que vous déclarez vos impôts, si on arrive à prendre vos codes d'identifiant que vous recevez sur votre feuille d'impôt, à aucun moment l'ordinateur ne sait si c'est vous. Alors après, ça peut engendrer des contrôles visuels, des contrôles d'empreintes digitales, mais on rentre dans la complexité. Et le deuxième point de la sécurité également, et aujourd'hui nous sommes confrontés en tant que constructeurs à cette problématique, c'est que dans un environnement de sécurité, à quel moment a lieu l'attaque? Tous les gens qui ont des PC ont déjà eu un virus chez eux, donc à ce moment-là, vous avez une attaque et vous la voyez. Donc vous pouvez lancer un antivirus et protéger votre ordinateur et sécuriser votre démarche. Mais regardez, dans toutes les affaires de la NSA qu'on a entendu parler dans la presse, à aucun moment, les gens ne se rendent compte que la donnée que vous envoyez à travers un réseau sécurisé ou non, ou dédié ou non, comme vous le disiez tout à l'heure, cette donnée est-elle sécurisée? À quel moment va-t-elle être piratée? À quel moment peut-on influencer un vote? Donc, effectivement, il y a un gros débat qui se passe, et je pense que c'était très intéressant votre débat, entre la machine à voter et le vote à distance. Sur la machine à voter, je pense que le problème de la sécurité peut être relativement simple, puisqu'il suffit d'appuyer sur un écran digital, quelle que soit l'interface, bon, il y a encore peut-être du travail à faire. Alors que le vote à distance, vous vous rendez compte qu'on a des seuils de sécurité aujourd'hui qui sont quand même relativement complexes. Identification, sécurité de la donnée sur le poste de travail, sécurité de la donnée dans la transmission de la donnée. Donc c'est effectivement 3 sujets aujourd'hui. Il existe des systèmes aujourd'hui sécuritaires que proposent des sociétés comme la nôtre qui permettent d'améliorer et de sécuriser ces données-là, mais ça reste aujourd'hui un problème très, très complexe.